Bienvenue à cette édition d'Euroquestions. Aujourd'hui, nous accueillons notre experte en charge de la politique commerciale, de l'Europe dans la mondialisation et du Brexit, Elvire Fabry, qui décryptera l'accord d'investissement auquel sont parvenus l'Union européenne et la Chine en décembre 2020. Cet accord, poussé par l'Allemagne dans les derniers moments de sa présidence du Conseil européen, devrait susciter beaucoup de débats avant sa ratification au Parlement européen. Il interroge à la fois sur sa dimension politique et sur sa dimension économique, notamment à travers la question du rééquilibrage des conditions d'investissement direct étranger entre la Chine et le reste du monde. Après sa présentation, Elvire Fabry se fera un plaisir de répondre à vos questions que vous pouvez déjà poser à l'aide de l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Je passe la parole à Elvire pour sa présentation. Bonjour à tous. Nous avons donc l'occasion pendant une demi-heure d'évoquer cet accord qui vient d'être signé, comme vient de le rappeler Mathieu, récemment, fin décembre, qui fait déjà beaucoup parler de lui et qui va certainement nous occuper pas mal dans les semaines qui viennent, d'autant que la Commission européenne a commencé à rendre public le contenu de l'accord. Ça a commencé à être fait depuis vendredi dernier, donc il va nous falloir un peu plus de temps pour rentrer dans la technicalité des détails de cet accord, mais on commence quand même à avoir une vue d'ensemble de l'accord qui nous permet de commencer à avoir une évaluation plus solide. Alors, ce que je vous propose, avant de revenir sur le contenu et l'impact géopolitique de l'accord, d'évoquer d'abord le contexte dans lequel sont intervenues ces négociations et l'objectif des négociateurs européens. Puisqu'il faut garder à l'esprit que ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le cadre de confrontation dans lequel on se trouve entre deux systèmes. D'un côté, un système de libéralisme démocratique qui prend appui sur un capitalisme de marché qui cherche à développer des conditions de concurrence équitables, et en face, un système de capitalisme d'État appuyé, lui, sur un système de surveillance autocratique, et en l'occurrence, un capitalisme qui s'est construit autour du rôle très spécifique des entreprises publiques qui bénéficient de subventions importantes de l'État et qui crée des distorsions à la fois vis-à-vis des entreprises étrangères, à la fois sur le marché chinois, mais également chez les partenaires. Et donc, c'est dans ce contexte de rapport de force qui va nous occuper sur les décennies qui viennent qu'intervient cet accord. Et je pense qu'il faut d'entrée de jeu partir du principe qu'il ne faut pas considérer qu'on ne peut pas considérer un accord d'investissement comme étant un levier pour obtenir des transformations systémiques d'un régime comme celui de la Chine, mais qu'il est davantage un élément dans un dispositif que l'Union européenne met en place, la Commission européenne notamment en particulier, met en place depuis quelques années, plus particulièrement depuis 2 ans, depuis qu'elle a adopté sa stratégie vis-à-vis de la Chine au printemps 2019 et qu'elle considère la Chine comme un partenaire économique, mais comme un rival systémique, et que cet accord est une brique dans le dispositif, est une brique notamment plus spécifiquement de rééquilibrage des termes de la concurrence. Alors pour revenir tout d'abord dans un premier temps sur le contexte de ces négociations, il faut d'abord garder à l'esprit, comme on va le voir dans le premier graphique qui va être présenté, que l'Union européenne reste l'économie la plus attractive en matière d'investissement entrant, comme on le qualifie, d'investissement direct étranger entrant. C'est ce que vous voyez sur la ligne bleue qui s'affiche devant vous. Ça a été la tendance générale, et non seulement elle est la plus attractive, mais elle est également la plus active en matière d'investissement étranger à l'extérieur de ses frontières. C'est un facteur qu'elle valorise, et à l'heure actuelle, si je puis dire, même dans le contexte de récession économique actuelle, plus que jamais déterminant. Mais lorsque les négociations sont amorcées en 2013, il faut se rappeler que c'est au moment où Xi Jinping prend la tête du Parti communiste chinois, prend la tête de l'État chinois et renforce le rôle politique de l'État dans la conduite de l'économie, et renforce le rôle précisément des entreprises publiques. Et l'amorce de ces négociations est une volonté de maintenir de la part des Européens un cap de libéralisation, un enjeu de pression pour
et essayer de contrer cette tendance. Alors, ces négociations, elles ont été donc amorcées il y a 7 ans. Ça n'est donc pas une surprise, si je puis dire, qu'on parvienne à une conclusion. C'est même d'abord d'entrée de jeu un élément de satisfaction. Elles ont d'autant plus été maintenues par les négociateurs européens que, comme on va le voir dans le graphique suivant, on a à partir de 2010 des investissements chinois sur le marché européen qui commencent à devenir de plus en plus significatifs, au point où, à partir de 2014, ces flux d'investissements chinois deviennent équivalents aux flux européens en Chine, au point d'atteindre en 2018 des stocks d'investissement également équivalents. C'est ce que vous voyez sur ce graphique. Là, ça n'est pas la courbe d'évolution des flux, c'est la courbe d'évolution des stocks. Et malgré la redescente de flux d'investissement chinois dans l'Union européenne après le pic de 2016, aujourd'hui, on est à un niveau comparable parce que les flux d'investissement européens en Chine sont restés constants puisqu'ils ont été soumis aux restrictions qui ont été maintenues par la Chine sur son marché. Et dans le dernier graphique que je vais vous montrer, pour m'en tenir à ces 3 éléments, ce que l'on voit ici, c'est ce que l'OCDE a développé comme index de restrictivité, c'est-à-dire finalement qui met en évidence l'importance des restrictions qui sont apportées par les différents pays pour l'accès à leur propre marché pour les investissements directs étrangers. La dernière colonne de droite, qui est représentée bizarrement en bleu, c'est la Chine, et ce que l'on voit, c'est qu'elle fait figure véritablement d'un des pays les plus fermés à l'heure actuelle sur la scène internationale. Il faut garder à l'esprit que la Chine n'est pas très très loin derrière. Elle n'est pas représentée, il me semble, sur ce graphique, mais le problème chinois se pose également. Le problème indien, pardon, se pose également. Alors, une fois que l'on a en tête cette asymétrie, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est la façon dont cet accord prend place dans la stratégie européenne, qui est une stratégie qui vise à établir plus de règles équitables et autour d'un arsenal d'initiatives qui commence à être déployé depuis 2 ans et que l'Union européenne met en place à la fois au niveau unilatéral pour protéger davantage le marché unique, avec des initiatives qui permettent de rétablir les termes de la concurrence au sein du marché unique, au niveau bilatéral par cet accord et au niveau multilatéral en essayant de réengager les grandes puissances, et on pense évidemment d'abord aux États-Unis après l'Amérique de Trump, au niveau de l'OMC pour pouvoir renforcer ces disciplines de concurrence équitable. Alors, au niveau unilatéral, on a en tête le mécanisme de contrôle des investissements étrangers qui a été décidé il y a 2 ans, mis en place en octobre dernier. Mais il y a déjà dans le tube, en préparation par la Commission européenne, un mécanisme de contrôle des subventions étrangères, donc qui s'intéresse davantage à la cible, à l'origine des investissements. Par ailleurs, il y a un mécanisme, un instrument qualifié instrument international pour les marchés publics, mais qui cherche à introduire plus de réciprocité et qui est à l'étude. En décembre dernier, les Européens ont adopté un mécanisme de sanction pour assurer le respect des droits de l'homme et est en préparation un instrument qui viserait davantage les entreprises pour leur demander de mettre en place un mécanisme de surveillance des normes environnementales, de bon respect des normes environnementales et sociales tout au long de leur chaîne de valeur. Ce sont quelques éléments du dispositif actuel de l'arsenal que les Européens sont en train de mettre en place. Et le CAI, l'accord bilatéral, est une brique supplémentaire dans ce dispositif. Une fois qu'on a dit ça et que l'on regarde le contenu de l'accord, il est important de voir qu'il y a essentiellement deux piliers de l'accord, l'un qui concerne l'accès au marché chinois et l'autre qui concerne plus
la question des règles de concurrence équitable. Et c'est ce deuxième volet qui est plus intéressant dans l'accord. L'accès supplémentaire au marché chinois, il concerne un certain nombre de secteurs. On peut citer le secteur automobile, on peut citer le stockage des données, les hôpitaux privés, les services environnementaux, les services de distribution maritime. Il y a une liste de secteurs qui offrent un petit peu plus d'accès au marché chinois et qui sont essentiellement structurés sur la suppression de l'obligation de joint venture, de partenariat avec des entreprises chinoises sur place et les plafonds qui étaient maintenus jusqu'à présent pour le volume les parts que peut détenir un investisseur étranger dans une entreprise chinoise. Donc, c'est ce qu'on retrouve un peu systématiquement dans chacun de ces secteurs. Mais compte tenu de l'interprétation très extensible de la notion de sécurité nationale qu'appliquent les Chinois, les restrictions d'ouverture encore au marché chinois sont très importantes. Et ce n'est pas l'élément essentiel de cet accord. L'impact économique à court terme de l'accord, il n'est pas majeur, il ne faut pas le surestimer. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui relève justement de la partie des règles de concurrence équitable et qui est d'abord un exercice, d'une part, de rattrapage par rapport aux petits éléments qu'il y avait dans l'accord bilatéral entre les États-Unis et la Chine que Donald Trump a signé en janvier dernier et pour lequel les Européens ne font qu'affirmer un rattrapage des conditions, et on va évoquer quels sont les différents points. Et puis, ça va plus loin dans la logique de rattrapage entre l'accès au marché européen et chinois par des règles de concurrence qui limitent les distorsions entre les entreprises chinoises et les entreprises étrangères, et notamment les entreprises publiques. Et il y a dans ce chapitre de concurrence équitable, il y a tout le volet qui concerne en particulier le développement durable et la question de l'interdiction du travail forcé, qui est une question qui fait beaucoup de débat là dans l'évaluation de l'accord. Alors, pour revenir sur les éléments de concurrence équitable, les principaux éléments sont le comportement des entreprises publiques, qui est une des priorités que défendent les Européens, même au niveau multilatéral, discipliner le comportement des entreprises publiques chinoises selon des critères commerciaux, que leur stratégie ne respecte que des critères commerciaux et non pas des objectifs politiques, et que et restreindre toutes les possibilités de discrimination qu'il y a entre les entreprises étrangères et les entreprises publiques, c'est-à-dire avec plus d'informations et plus de surveillance même mise en place pour pouvoir assurer la suppression de ces discriminations. J'aurais dû d'abord mentionner la question de la suppression des transferts forcés de technologie, qui était un élément qui était dans l'accord. C'était un des éléments intéressants de l'accord du Phase One Deal signé par Trump. Et là, c'est quelque chose que rattrapent les Européens, qui leur est appliqué. Mais également, il faut signaler l'autre élément majeur qui est la transparence assurée sur les subventions qui concernent le secteur des services, qui est le secteur de développement du commerce dans les décennies qui viennent, et qui est à la fois une obligation imposée par les règles de l'OMC, mais dont on sait qu'on est confronté à un véritable problème d'opacité de ces systèmes de subventions, et qui sera d'autant plus essentiel, cet effort de transparence, dans le contexte actuel où les plafonds de subventions ont explosé partout à travers le monde. Les distorsions de concurrence qui peuvent être provoquées par l'opacité de ces subventions seront importantes et appelleront à plus de régulation dans les années qui viennent. Il y a d'autres éléments, mais sur lesquels que je n'ai pas le temps de détailler. Le chapitre sur le développement durable, c'est un élément nouveau pour un accord d'investissement. Et gardons à l'esprit que l'accord qui a été négocié récemment, et qui a également fait parler de lui entre 15 pays d'Asie du Sud-Est, et notamment la Chine,
le RCEP qui a été signé au mois de novembre ne comporte pas de chapitre sur le développement durable, alors qu'il y a des pays signataires comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Japon. Donc c'est un élément important dans cet accord d'investissement. Et pour ce qui concerne la question plus spécifique du levier que l'on a sur la question du respect des droits sociaux, et notamment pour contraindre, la Chine à interdire le travail forcé, puisque la question qui est montée récemment de manière qui s'impose de plus en plus dans l'agenda européen, qui est le respect des droits de l'homme, et on pense évidemment au camp de Ouïghours, de travail forcé des Ouïghours. Là, ce qui est inscrit dans l'accord, c'est un engagement sur le respect des principes fondamentaux de l'OIT, qui, je le rappelle, sont au nombre de 4, qui concernent la liberté syndicale, l'abolition du travail forcé, l'abolition du travail des enfants et la non-discrimination en matière d'emploi et de profession. L'application effective des conventions de l'OIT qui ont été ratifiées, puisque la mise en œuvre est encore une étape supplémentaire importante. Et puis, et la Chine en a signé 4, il y en reste 4 à signer parmi ces conventions fondamentales, et un engagement spécifique pour la ratification des conventions fondamentales de l'OIT qui concernent le travail forcé. C'est la première fois que la Chine prend un engagement vis-à-vis d'un partenaire, d'un pays tiers. Donc, ce que l'on peut à ce stade considérer, c'est que ça va dans le bon sens. Alors maintenant, on va pouvoir en discuter, et je m'attends à ce qu'il y ait des questions sur la question de la mise en œuvre, bien évidemment, de ces principes. Le chapitre sur la concurrence équitable, il est fondé pour sa mise en œuvre sur un mécanisme de règlement des différends d'État à État, et avec l'élément supplémentaire d'une supervision qui est portée à un haut niveau politique entre les deux vice-présidences, Commission européenne, État chinois, ce qui veut dire une implication à un niveau politique élevé qui est à signaler, qui est à relever. En revanche, pour ce qui concerne le volet de développement durable sur le travail forcé, c'est un mécanisme d'abord de consultation et d'appel à un panel d'experts sur lequel que je ne vais pas détailler maintenant, qui est une question centrale, mais pour lequel on pourrait discuter à partir de la décision qui a été présentée en début de semaine sur le panel qui concernait l'accord bilatéral de commerce et d'investissement passé avec la Corée du Sud. Je voudrais dire un mot supplémentaire et m'arrêter là pour qu'on puisse reprendre des questions. Mais l'impact du timing de cet accord, de la signature, on a tous en tête la réaction de Washington et de l'équipe Biden qui aurait souhaité que l'on puisse se coordonner avant d'aller plus loin, d'avancer plus loin dans la stratégie développée par les Européens. On sait que Joe Biden entend se différencier de Donald Trump par un travail de coopération avec des alliés. Et la réponse des Européens est plus qu'une main tendue, puisqu'il y a cet agenda de coopération transatlantique dans lequel la question chinoise prend une place évidemment très importante. Plus qu'une contradiction par rapport à cet agenda, je pense qu'il est intéressant de considérer que l'accord bilatéral non seulement est là pour engranger ce qui a été déroulé dans une négociation qui a duré des années et donner plus de clarté juridique à ces conditions de concurrence équitable, mais que c'est surtout une brique qui attire l'attention, qui entend également attirer l'attention de Washington pour engager la nouvelle stratégie, la stratégie de la nouvelle administration vers le renforcement de ces règles équitables, à un moment où l'on n'a pas encore beaucoup de visibilité sur la stratégie de Joe Biden vis-à-vis de la Chine. On sait qu'il entend prendre une certaine distance par rapport à la position de Donald Trump. Quel équilibre va-t-il trouver entre le maintien d'une politique protectionniste qui viserait plutôt quand même à se désengager de l'économie chinoise ou miser sur le renforcement de règles équitables,
c'est cette deuxième voie que les Européens entendent privilégier. Et la priorité, c'est d'abord d'essayer de ramener Washington à la table des négociations à l'OMC pour peser ensemble sur la Chine, pour l'amener à se réengager dans ces négociations. Et l'on voit bien que la décision qui a été annoncée par Washington de renforcer le Buy American Act tire quand même encore dans le sens plutôt d'une approche protectionniste. Donc on attend de voir si la deuxième jambe de la stratégie américaine peut signaler un engagement vers le renforcement de ces règles équitables. Je m'arrête là pour qu'on puisse aborder des questions. Merci beaucoup, Elvire. En effet, on a déjà reçu pas mal de questions. Vu qu'on a terminé sur la question des États-Unis et de leur nouvelle politique sous la présidence de Joe Biden, un auditeur nous demande, est-ce que cet accord n'est pas un coup de com' politique entre l'UE et la Chine vis-à-vis des États-Unis de Biden? Et je pense que ça rejoint aussi une question que j'aurais voulu poser, qui est la question du timing de cet accord. Donc, tu as dit que c'est un accord qui était déjà dans les tuyaux depuis plusieurs années. Est-ce que sa ratification intervienne dans les derniers moments de la présidence allemande du Conseil européen, mais aussi avant l'inauguration de Joe Biden? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est la force des choses? Sans aucun doute, il y a une appétence de coopération qui est très forte, puisque même pour pouvoir parvenir à engager davantage, à renforcer ces règles de concurrence équitable, les Européens ont clairement en tête qu'il faut peser à plusieurs, peser justement, et c'est pour ça qu'ils défendent autant un agenda de coopération au niveau multilatéral. Il faut se rappeler que l'année dernière, les Européens ont signé avec les États-Unis et le Japon un accord trilatéral sur l'encadrement des subventions industrielles. Et c'est dans cette logique, d'abord, qu'ils entendraient raviver cet accord qui est resté de fait en suspens par le début de la pandémie et toutes les réponses qu'il a fallu apporter en termes de subventions pour y faire face. Mais c'est dans cette logique de coopération à plusieurs, et l'idée serait même d'élargir évidemment le cercle à d'autres partenaires. Maintenant, ce que l'on sait également, c'est que dans le cadre de cette coopération transatlantique, d'une part, on a un certain nombre de disputes commerciales qui traînent, qui datent. Il y a la question des tarifs qui sont encore maintenus, il y a la question du différend Boeing-Airbus qui dure depuis bien trop longtemps. Mais c'est qu'encore une fois, se mettre d'accord sur la façon dont on va s'engager vis-à-vis de la Chine, si c'est pour s'engager à la table de l'OMC, on voit déjà quelle est davantage la direction qui est donnée, ce que souhaitent les Européens. En revanche, on n'a pas encore, je reviens sur le point que je développais tout à l'heure, on n'a pas encore beaucoup de visibilité sur ce que va être cette politique. Ce que l'on sait, c'est que Joe Biden ne se montre pas pressé de signer de nouveaux accords, donc, je dirais sur le plan à la fois des négociations commerciales bilatérales en matière d'investissement. Quelle va être sa décision dans la gestion des tarifs qui sont actuellement appliqués à la fois dans le secteur de l'acier, de l'aluminium, mais également tous les tarifs qui sont appliqués sur la Chine, et comment va se poursuivre cette politique de désengagement, de relocalisation de la production aux États-Unis. Indéniablement, encore une fois, le renforcement du Buy American Act va plutôt dans le sens quand même d'une poursuite de la relocalisation. Et en même temps, ce que l'on a vu, c'est que la politique de Donald Trump n'a pas suffi pour engager des transformations et des concessions importantes de la partie chinoise, et qu'on ne voit pas à l'heure actuelle d'alternative côté européen, si ce n'est justement au fait de pouvoir peser à plusieurs. Donc, il me semble qu'il faut garder à l'esprit, d'une part, ce que les Européens ont voulu engranger comme bénéfice d'une négociation qui a connu de longues périodes de statu quo et qui là a repris un moment de dynamisme parce que, je ne l'ai pas mentionné, mais la Chine a adopté l'année dernière une loi sur les subventions étrangères et a déjà amorcé depuis quelques années
une réorientation de son modèle de développement économique fondé sur l'export, beaucoup plus sur la consommation interne du marché intérieur, et dans la perspective de son ambition de développement technologique, mise aujourd'hui aussi sur une ouverture un peu plus large aux investissements étrangers. Donc, il y a eu un mouvement unilatéral de la part de la Chine sur ces questions des investissements étrangers. Et ce que les Européens ont garanti dans cet accord, c'est le fait de verrouiller ça dans un accord bilatéral et de donner plus de garanties juridiques aux intérêts européens, qui d'ailleurs, sur un certain nombre de points, bénéficient également aux autres partenaires, pas simplement aux Européens. Merci. Alors justement, c'était l'objet de la seconde question qui portait également sur la stratégie de la Chine. La stratégie de la Chine, route de la soie, est déjà bien implantée dans Europe, notamment en Hongrie et en Grèce. Comment faire en sorte que les investissements ne touchent pas les enjeux stratégiques européens? Les clauses sont-elles rigides? Alors, tu l'as dit, on a peu de visibilité encore sur le contenu de l'accord. C'est une question plus générale. On a beaucoup parlé des intérêts européens dans cet accord. Quel est l'état des intérêts chinois? Est-ce que cet accord, comme tu l'as dit, tend à soutenir un changement de stratégie vers plus de consommation interne ou est-ce qu'il y a d'autres intérêts pour les Chinois de ratifier cet accord? Oui, c'est vrai que si je parlais de rattrapage, c'est on est dans une situation, on va dire, d'asymétrie, qui fait que ce sont les Européens qui sont très offensifs dans cette négociation. Qu'est-ce qu'a obtenu la partie chinoise dans cet accord? D'une certaine façon, ça n'est pas davantage le cadre d'investissement européen, il a ses règles, il est très clair. En revanche, ce qui est certain, c'est que Pékin a tout à fait perçu que depuis 2019, il y avait beaucoup plus de vigilance qui était amorcée. Et je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit ce tournant très important dans la conduite de la politique commerciale européenne, et pas simplement commerciale, également en matière de concurrence. Et puis c'est tout ce qui va avec la mise en place aujourd'hui d'une politique industrielle européenne et qui vise d'abord à préserver le marché unique européen, donc avec des instruments de défense plus importants. Et il n'y a pas de concession du côté européen, si ce n'est que, d'une certaine façon, c'est un signal des Européens qu'ils donnent pour dire qu'ils ne s'avancent pas sur la voie d'une approche protectionniste à l'américaine, ou on va dire pas à l'américaine, mais à la Trump, et qu'ils misent davantage sur ces règles de concurrence équitable, mais avec des instruments alors c'est de la précaution sans protectionnisme, mais puisque étaient évoqués les investissements qui ont eu lieu en Hongrie, en République tchèque, ou ailleurs, en France également beaucoup, dans le sud de l'Union européenne, on le sait, en Grèce, en Italie, au Portugal. Là, les instruments qui sont mis en place, ils servent à assurer plus de coordination au niveau européen pour ne pas créer de points de fragilité, pour éviter que ce soit des cibles stratégiques à la fois à l'échelle d'un pays, mais plus largement à l'échelle du marché unique. On a en tête la question des investissements chinois dans les ports européens. Si l'on prend un port isolé, ou si on prend l'ensemble des ports européens dans lesquels les investissements ont eu lieu, on a de bonnes raisons il faut se poser un certain nombre de questions d'anticipation sur l'impact de ces investissements. Et c'est à ça que vise le mécanisme de contrôle des investissements qui est amorcé pour que tous les États membres s'équipent de dispositifs équivalents de contrôle des investissements. Je pense ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on mentionne justement un peu les divisions entre les États membres, c'est qu'il y a actuellement un agenda de réponse aux défis systémiques que représente le capitalisme d'État chinois. Il y a un agenda qui est beaucoup plus clair à Bruxelles, au sein de la Commission, qu'au sein des différents États membres, par l'appréciation de ce que représente le défi chinois, à la fois
par l'attractivité de certains investissements et pas forcément toujours la bonne anticipation de l'impact que ça peut avoir de manière cumulée, à la fois quand il y a une cible spécifique et de manière cumulée. Et puis, d'autre part, le côté offensif, distorsion, prédation de certains investissements. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que on est sorti de la phase d'angélisme européen. En revanche, on a besoin de renforcer beaucoup plus la cohésion des États membres derrière cet agenda. Et les questions qui ont été suscitées par ce qui est interprété comme la précipitation du gouvernement allemand à vouloir conclure cet accord sous présidence allemande de l'Union européenne, on sait que c'était déjà affiché comme une des priorités de la présidence allemande depuis son démarrage à l'été dernier. Et chaque présidence a envie de pouvoir faire un bilan où elle a atteint ses objectifs. Il y avait je dirais que Angela Merkel en avait fait un peu, non pas un des éléments de conclusion de son héritage européen, mais un petit peu. On sait que son mandat à la chancellerie s'achève et que c'est une brique importante qu'elle voulait apporter, au-delà de tous les intérêts économiques allemands avec la Chine. Encore une fois, on est moins dans une logique d'intégration finalement plus forte que de renforcement de règles qui s'appliquent à la fois qui engagent la Chine à se discipliner à la fois sur son marché et dans le comportement de ses entreprises, privées comme publiques, dans les pays tiers. Merci. C'est parfait parce que tu rebondis sur l'objet de la question suivante. C'était la question de et après cet accord. Et peut-être que ça illustre aussi parfois la confusion qu'il peut y avoir sur la stratégie européenne vis-à-vis de la Chine. Est-ce que cet accord sur les investissements est le premier pas vers un accord commercial plus général entre l'Union européenne et la Chine? Et peut-être je vais poser une seconde question, ce sera la dernière question pour aujourd'hui. C'était la question de savoir est-ce que cette stratégie européenne vis-à-vis de la Chine, est-ce qu'elle ne manque pas de clarté finalement? Est-ce qu'elle existe vraiment ou est-ce qu'elle existe simplement dans les institutions européennes et pas chez les États membres? Voilà. Très bonne question. D'abord, sur la question de l'ouverture ou pas de négociations pour un accord commercial, ça n'est absolument pas d'actualité. La Chine le demande depuis longtemps et les Européens n'ont pas voulu s'engager sur cette voie. La priorité, c'est justement plus de conditions de concurrence équitable. Je me répète, mais c'est véritablement l'axe qui est donné par les Européens. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est particulièrement important vis-à-vis de la Chine, mais on voit qu'actuellement, c'est décliné dans toutes les initiatives que prennent les Européens. On vient d'en avoir une belle démonstration dans la négociation qui vient de se conclure avec le Royaume-Uni sur les relations post-Brexit. L'introduction d'un chapitre de Level Playing Field, précisément de concurrence équitable, est une véritable innovation dans un accord commercial de ce type. Et jusqu'au bout des négociations, ça a été un des éléments majeurs du bras de fer qui s'est joué entre les négociateurs. Et c'est ce qui est aussi également amené à réengager une négociation avec la Suisse en 2018 pour un accord qui reste encore à être ratifié du côté suisse, mais qui réintroduit plus de level playing field dans le cadre des institutionnels des accords actuels. Alors, sur la question de la visibilité, lisibilité de cet agenda européen, encore une fois, je suis bien d'accord qu'il est plus lisible à Bruxelles que dans les États membres. Ça ne tient pas, si je puis dire, simplement au fait que c'est un agenda qui est relativement récent, parce qu'il est clairement dit et répété, et la défense du marché intérieur est véritablement, pas simplement d'ailleurs la défense du marché intérieur, mais
qui est au cœur de l'agenda européen actuel, mais l'utilisation de ce marché intérieur comme un levier pour établir ce rapport de force avec d'autres partenaires est très important à un moment où l'attractivité de ce marché existe, elle est là, elle est forte, vis-à-vis d'un partenaire chinois qui est en train de tirer parti d'un retour à la croissance plus rapide que tout le reste du monde dans le contexte de pandémie actuelle. C'est une fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir encore à l'heure actuelle. Et il est certain que là, ce qui a également poussé la Chine à s'engager vis-à-vis des Européens sur ces règles et à d'une certaine façon, ne pas avoir un signal de fermeture du marché européen, c'était au moment où le marché américain se ferme, si le marché européen se ferme, bien que la Chine entende se tourner davantage vers sa consommation interne, ça devient quand même plus problématique. Maintenant, on a précisément besoin d'un travail de cohésion beaucoup plus fort entre les États membres, un travail de cohésion qui serait d'ailleurs comparable à ce qui a été obtenu par les négociateurs européens sur le dossier du Brexit, parce qu'on était très loin d'avoir la cohésion que l'on a obtenue tout au long de la négociation, au démarrage des négociations, où on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de divisions entre les États membres et que précisément le Royaume-Uni puisse tirer parti de ces divisions. Alors à l'heure actuelle, on a envie de dire que la Chine tire parti de ces divisions et qu'il faut engager un travail à la fois de diagnostic de tous les points de fragilité qu'il y a à l'échelle du marché unique et ce que la Commission européenne pousse, parce qu'encore une fois, sur le contrôle des investissements étrangers, mais également sur la question des infrastructures de 5G et l'impact que pourrait avoir l'utilisation de matériel Huawei sur ces infrastructures. Là, il y a eu cet effort de coordination, d'évaluation entre les Européens. C'est dans cette logique-là qu'aujourd'hui, il faut travailler et accélérer l'engagement des capitales européennes pour faire mûrir aussi la réflexion et le débat vis-à-vis de la Chine sur la question des droits de l'homme, qui est une question essentielle, mais pour laquelle il faut prendre dans tout son ensemble pour voir comment, dans les années qui viennent, engager ce rapport de force et faire évoluer le modèle chinois. Mais encore une fois, c'est bien le défi des prochaines décennies. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc, nous vous remercions d'avoir assisté à cette euro-question. L'enregistrement est disponible sur YouTube et sur le site de l'Institut Jacques Delors, donc vous pouvez le consulter à tout moment et également consulter les enregistrements des éditions précédentes. Le prochain euro-question aura lieu le mercredi 10 février, toujours à 14h30, et nous accueillerons Gaëtan Ricard-Nigoul, qui est chef d'unité adjointe dialogue citoyen à la Commission européenne et membre du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors. Et elle évoquera la vaste question de la démocratie participative en Europe. Nous vous fournirons les informations très bientôt. Donc d'ici là, je vous souhaite une belle fin d'après-midi et une belle journée. Au revoir.